Merci à tous d'être là aujourd'hui. C'était une série de webinaires qui devait durer juste le temps de la période estivale, mais finalement, il y a eu un grand intérêt de plusieurs professionnels organismes. Donc, je suis vraiment contente que ça puisse se poursuivre aujourd'hui. Puis surtout avec la collaboration là, du Centre d'amitié autochtone de Québec. Je suis très heureuse de vous avoir, à Denis aussi, qui va être le témoignant aujourd'hui. Donc, avant de continuer, en fait, je voulais aussi souligner que les terres sur lesquelles on se trouve, du moins ici, font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Puis, pour mettre un peu en contexte là, pour le webinaire d'aujourd'hui, bien, on va aborder la santé sexuelle au sein des collectivités autochtones, qui sont des populations prioritaires au VIH. Donc, on va aborder là, entre autres, pourquoi c'est une des populations qui est plus touchée par cet enjeu-là. Puis, Edenia puis ses collègues vont nous sensibiliser un peu, nous éduquer plus sur le sujet pour éventuellement là, essayer d'adapter nos services le plus possible, puis susciter un intérêt là, à en apprendre plus sur le sujet. Donc, encore une fois, merci à tout le monde d'être là, puis je vais laisser nos présentateurs s'introduire puis enchaîner avec la présentation. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Edenia Savoie. Je travaille sociale au Centre d'amitié autochtone depuis maintenant 1 an. Je remercie Miel Québec de nous avoir invités là, à participer à ce webinaire. Je suis accompagnée aujourd'hui de mes collègues que je vais laisser se présenter. On peut ouvrir vos micros, les filles. Je peux commencer. Moi, mon nom, c'est Guylaine. Je travaille au programme Itinérance. Moi, je viens de Pessamit. Je suis Innu. Ça va faire 4-5 ans que je travaille au Centre d'amitié et ça va faire une dizaine d'années que je demeure dans la ville de Québec. Merci. Bonjour, moi c'est Naomi Fontaine-Pinette. Je suis stagiaire en travail social au Centre d'amitié autochtone de Québec depuis 1 mois. Je suis Innu de la communauté de Maliotenam. Alors, merci beaucoup, les filles. Donc, je vais vous partager mon écran avec un petit PowerPoint qu'on a préparé avec des aspects un petit peu plus théoriques, des statistiques. Ce ne sera pas très long. Donc, je vais tout de suite passer à la prochaine étape. Donc, pour commencer, quelques petites statistiques au Canada. Bien, sachez que les personnes autochtones représentent 3 de la population canadienne, mais 5 à 8 des cas de VIH. Donc, c'est quand même important. Il y a des facteurs sociaux qui augmentent la probabilité justement de contracter le VIH chez ces populations. On va parler de pauvreté, d'utilisation de substances, de discrimination, de stigmatisation, l'histoire du colonialisme, la violation de leurs droits humains, l'effritement des traditions, des cultures à travers le temps. Et il y a certains facteurs de risque qui rentrent en ligne de compte, justement par rapport au comportement sexuel, par exemple, chez les Premières Nations de 12 à 20 ans. Il y a une enquête qui a révélé en 2008 que 49 des adolescents avaient déjà eu des relations sexuelles et on parlait de l'âge moyen pour les filles de 13,14 ans et de 13,6 ans chez les filles. Il y a 73 des garçons et 60 des filles qui avaient indiqué avoir utilisé le condom la plupart du temps ou toujours. Donc, on voit que ce n'est pas la majorité. Puis si on compare, bien, au niveau des premiers contacts sexuels au Québec et au Canada, globalement, on parle entre 14 et 18 ans. Donc, on peut quand même voir déjà une bonne différence, en fait, que la sexualité arrive probablement de façon plus précoce. Toujours au niveau des comportements sexuels, ce qu'on constate, puis vous allez le voir au fil de la présentation, l'utilisation du condom chez les jeunes CRI, par exemple, est peu documentée. Il y a une enquête qui a révélé que 65 des jeunes CRI de 15 à 19 ans qui avaient eu des relations sexuelles, 34 avaient eu des relations sexuelles avant l'âge de 15 ans, puis 37 avaient plus d'un partenaire sexuel. Comme on voit, les statistiques remontent à il y a longtemps, puis je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il nous manque beaucoup de données.
Chez les Inuits, il y a 49% des jeunes de 15 à 20 ans de l'enquête qui s'appelle Kwanumitu qui rapportaient avoir utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle. Fait que déjà là, on voit que l'utilisation des condoms n'est pas généralisée. Ensuite, au niveau de la consommation d'alcool et de drogue chez les Premières Nations de 12 à 20 ans, il y a 37% des jeunes qui ont rapporté avoir consommé au moins une boisson alcoolisée avant une relation sexuelle. Puis de cette même enquête, les données indiquent qu'au niveau chez les adultes, donc on ne parle plus juste là, des 12 à 20 ans, que 19% des hommes et 13% des femmes se seraient injectés de la cocaïne lors de la dernière année. Et 7% des hommes, 10% des femmes avaient partagé aussi du matériel d'injection, qu'on sait aussi que ça a risque aussi de contracter des ITSS. Toujours au niveau de la consommation d'alcool et de drogue, pour les communautés CRI, 39% des consommateurs qui ont rapporté avoir une consommation excessive, donc d'alcool, soit 5 consommations et plus par une même occasion, 1 à 3 fois par mois. Puis 9% des répondants avaient rapporté avoir consommé de la cocaïne au cours de la dernière année. Chez les Inuits, la consommation d'alcool est décelée de façon moins fréquente que pour l'ensemble du Québec, mais par contre, 24% des consommateurs d'alcool rapportent consommer au moins de façon excessive, au moins une fois par semaine. Puis, c'est sûr que l'injection des drogues, c'est un phénomène qui est rapporté par 2% des répondants, selon toujours l'enquête Quanupita. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des données, on n'en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de recherches qui sont faites actuellement sur les ITSS et les collectivités autochtones. Puis d'ailleurs, justement, c'est drôle, mais il y a une étude justement menée par la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui a été réalisée auprès des jeunes de 12 à 20 ans des Premières Nations, qui révèle justement des lacunes au niveau des connaissances de ces derniers, mais aussi de tout ce qui a trait aux ITSS puis aux facteurs de risque. Donc, comme je vous disais, mais dans ce contexte-là, il y a vraiment des connaissances à améliorer sur les pratiques sexuelles qui seraient nécessaires pour soutenir les efforts de prévention. On a besoin de savoir, par exemple, avoir une meilleure compréhension des impacts de l'utilisation des substances, des traumatismes historiques aussi. Donc, on en parlait de quelques-uns, on parle des pensionnats, le cercle vicieux de la violence sexuelle, de la consommation, la normalisation de l'abuseur. Il y a aussi de la violence aussi et de la culture sur les comportements sexuels qui serait vraiment enrichissante pour pouvoir s'adapter culturellement au niveau des programmes de prévention. Puis moi, de ma courte expérience, ce que je comprends aussi, c'est qu'on ne peut pas prendre un modèle de programme de prévention, par exemple, appliqué chez une population allochtone, puis le prendre, puis l'appliquer chez les Autochtones. L'effet ne sera pas positif dans le sens que ça sera moins attrayant. Donc, il faut vraiment penser à adapter les programmes et les moyens de prévention. Justement, pour avoir une prévention efficace et adaptée, il faut davantage amener les communautés, y compris les femmes autochtones qui sont séropositives ou les hommes, à participer dès le départ à la planification, à la mise en œuvre des services. Donc, vraiment partir des communautés pour monter quelque chose à leur couleur. Être vraiment axé sur une approche de santé holistique et reconnaître l'interrelation entre la santé physique, la santé mentale, émotionnelle et spirituelle qui fait vraiment partie de la culture. Je ne m'étalerai pas trop, mais on parle souvent de la roue de la médecine, mais vraiment de l'approche holistique aussi, que ça soit vraiment relié tout ensemble. Donc, pas juste une approche médicale, mais vraiment globale. Il faut aussi chercher à combler les besoins uniques des Autochtones. Pour pouvoir les combler, mais il faut les connaître d'abord. Puis, il manque beaucoup de recherches, justement, pour vraiment faire ressortir ça, quels sont les besoins spécifiques au niveau de la prévention des ITSS. Ensuite, il faut c'est important d'aborder les déterminants sociaux de la santé, plus spécifiquement chez les peuples autochtones. Puis, ça serait important aussi de s'attaquer aux causes profondes des comportements à risque et pas simplement aux comportements risqués. Par exemple, là, il manque un petit bout, mais par exemple, l'utilisation de drogues, de substances, etc. Donc, oui, mettre des choses en place pour la prévention, mais aller s'attaquer directement aux problèmes qui amènent de se mettre dans des situations à risque. Et c'est certain qu'il faut s'appuyer sur le principe de l'autodétermination
et des principes énoncés dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Donc, je vais passer tout de suite à l'échange avec Naomi et Guylaine. Donc, j'ai des questions à vous poser. Par exemple, la première question, quels seraient les principaux enjeux dans les communautés en lien avec l'accès aux soins et de santé sexuelle? Donc, une de vous deux, si vous pouvez vous lancer. La première chose qui me vient à l'esprit, moi, c'est l'éloignement. Il y a certaines communautés un peu plus éloignées de la ville que d'autres, donc les soins sont plus difficiles à recevoir. La confiance aussi, en étant en communauté, ils ont accès à des dispensaires, mais étant en communauté, c'est un peu l'effet petit village, donc tout le monde se connaît. Donc, quand une personne va consulter au dispensaire, le monde peut voir rentrer la personne, donc peut avoir peut-être un manque de confiance là aussi. Pour certaines personnes, avec toutes les affaires qui sortent, ils ont peur aussi d'aller consulter directement en ville. Je dirais aussi la façon qu'il faudrait faire l'éducation autant chez les jeunes que les adultes, parce que des fois, ils ne savent pas comment en parler. Ils n'ont pas été éduqués eux-mêmes sur la santé sexuelle, donc ils n'en parlent pas correctement ou ils évitent le sujet. Sinon, l'accès au dépistage et aux moyens de contraception, encore une fois, c'est en lien un peu avec l'éloignement. Les médecins ne sont pas toujours disponibles dans les communautés, encore moins les gynécos ou tout, là, mais vraiment, il peut y avoir une infirmière sur les lieux et tout, mais il faut vraiment se déplacer en ville pour avoir accès à de meilleurs soins complets. Donc, sinon, il y a toujours la consommation, les dépendances, comme tu en as parlé dans le PowerPoint. Moi, ça serait ça. Guylaine, veux-tu enchaîner? Moi, je dirais, tu sais, tantôt, tu parlais des familles, l'éducation face à la santé sexuelle. Je vais juste donner un exemple. J'ai pas eu tant d'éducation à la santé sexuelle. Juste un exemple expliquer le nom des parties intimes, je dirais. Il n'y a pas vraiment de nom en tant que tel, exemple, comme le mot vagin. Nous, en Innu, on prenait, on associait un nom, comment je pourrais dire, c'est pas évident. Puis c'est quand même des mots, des fois, qui étaient comme un peu vulgaires, je dirais. C'était comme mal vu de prononcer ces mots-là. Parce qu'en tant que tel, il n'y a pas vraiment de nom associé aux parties intimes. Comme en français, il y a toutes les parties du corps, mais tandis que les parties intimes, moi, je n'ai jamais appris à reconnaître, sauf en français. Là. Donc, je dirais là-dessus que les principaux. Là. Je trouve ça intéressant, Guylaine, parce qu'on en parlait ensemble la dernière fois, c'est que dans le fond, ce qu'elle veut dire, c'est qu'en langue autochtone, il n'y a pas de mot spécifique de traduction pour les parties intimes, puis c'est plutôt une image qui voulait dire quelque chose. Tu m'avais parlé que c'est un peu la tradition, c'est comme, mettons, pour un vagin, c'est la fente ou quelque chose comme ça, ouais. avec une forme quelconque, donc c'est sûr que les parties du corps ne sont pas vraiment... partagés nécessairement. Ça reste en termes, on n'a pas mentionné encore, mais ça reste un peu tabou dès les premiers temps. Puis, je me souviens dans notre échange aussi, peut-être qu'on déborde un petit peu de la question, mais aussi l'éducation sexuelle, ce que j'ai compris aussi dans les communautés, peut-être plus il y a le plus longtemps, mais on ne l'apprend pas dans les livres, on l'apprend parce qu'on voit nos parents ou on y va plus avec l'expérience de voir les choses, de constater. Je ne sais pas si vous pouvez me corriger, là. Je l'ai bien expliqué. Nous, c'est plus par l'oral ou
manuel. On n'apprend pas dans les livres d'école. On apprend vraiment parce que ce qui nous a été dit par nos parents, grands-parents et tout, et vraiment en le faisant. Donc, c'est comme un peu lors de nos échanges, on parlait. Nos parents n'en parlaient pas, mais les personnes vivent toutes dans des petites maisons, avant que c'était des petits pieds et tout, hein, si je recule un peu plus loin. Donc, ils vivaient tous dans la même pièce. Donc, les enfants apprenaient en ayant vu ou le corps du père, de la mère, en ayant entendu. Donc, c'est vraiment comme ça qu'ils apprenaient. Merci pour le complément. Donc, deuxième question, comment qu'on pourrait faciliter l'accès aux soins et aux services de santé sexuelle? Mais pour aller avec, comme j'ai mentionné à la question précédente, à l'éloignement, moi, ça serait pour faciliter le transport. Donc, peut-être l'idée d'une navette. Sinon, je sais qu'il y a des communautés un petit peu plus loin. Disons, je prends la communauté de Pessamit ou Maliotenam, c'est possible pour eux d'aller en ville avec une navette qui ferait le déplacement. Mais si je pense à des communautés un petit peu plus loin, comme la première qui me vient en tête, c'est Shefferville. Donc là, ça devient un petit peu plus complexe de faire une petite voiture. Eux, c'est par le train ou par l'avion. Donc, ça serait vraiment de trouver un moyen pour faciliter le transport. Sinon, peut-être une clinique médicale mobile, qui se déplacerait au niveau des dispensaires. On en a une ici au Centre d'amitié autochtone qui vient, la clinique Spot, qui vient pour les Autochtones en milieu urbain. Donc, ce projet-là pourrait être mis aussi, vraiment être fait au niveau des dispensaires dans toutes les communautés du Québec. Sinon, pour faciliter l'accès aux soins, ça serait aussi la disponibilité des condoms. Comme j'ai dit, il y a la confiance. Des fois, peut-être les plus jeunes ont une gêne. Donc, ils ne se déplacent pas dans les dispensaires à aller chercher des condoms. Donc, peut-être les rendre plus disponibles. Je me souviens, moi, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, ils étaient disponibles gratuitement au dépanneur, dans un petit panier à l'entrée du dépanneur. Ça pourrait être des idées. Sinon, ça serait vraiment faciliter la disponibilité, entre autres, de la pilule contraceptive ou pilule du lendemain, c'est le faux. Donc, pour moi, ce serait ça. Guylaine, as-tu d'autres idées? Non, je pense que tu as tout complété par rapport à la question. On t'entend. Donc, tout ça, excusez, ce que je retenais beaucoup, c'était beaucoup en lien avec l'éloignement. Ce que je retiens dans nos échanges aussi, c'est que les services ne sont pas toujours égaux partout. Dépendamment s'il y a un centre plus proche, mais il y a plus de services et plus éloigné, il y en a moins. Donc, faciliter les déplacements, le transport. Puis, peut-être mettre en place des services qui sont davantage mobiles, qui puissent se déplacer à travers les communautés, puis mettre plus d'accessibilité au niveau des moyens de protection, mais aussi des moyens de contraception aussi, de les offrir toutes les possibilités. Sinon, comment on pourrait adapter les interventions auprès des communautés autochtones et avoir une approche plus sécuritaire, donc au niveau des approches d'intervention? C'est sûr et certain qu'il faut avoir une connaissance de la réalité autochtone, de l'histoire, de la culture. Il faut que les intervenants, les infirmières, les médecins connaissent ça pour ne pas brusquer avec tous les vécus, la réalité, l'histoire des pensionnats, tu l'as mentionné, tous les abus qu'il peut avoir eu. Donc, c'est sûr qu'il faut aller dans les communautés, approcher les personnes autochtones avec du respect, entre autres, une connaissance. Il faut un réel intérêt. Il ne faut pas juste forcer les choses non plus. Quand on arrive en face d'une personne autochtone, il ne faut pas arriver, vu qu'on a un doctorat, un bac, ou entre autres, une grosse formation, il ne faut pas se croire supérieur. Il faut arriver là en personne, égal à égal. Donc, la personne va se sentir plus en confiance. Ça serait mes idées à moi.
Et moi, je dirais, tu sais, par rapport à la sécurité, l'approche sécuritaire, euh, très souvent, on me demande la question, parce qu'il y a des médecins qui viennent ici, des médecins résidents qui viennent ici au centre d'amitié. Puis la question qui revient souvent, c'est quoi l'approche qu'on doit avoir? Ben, pour moi, dans ma tête, c'est tellement simple. C'est comme Naomi disait tantôt, c'est avoir l'intérêt envers la personne qui est devant nous, puis être à l'écoute, puis tu sais, lui demander d'où tu viens, ah, t'es autochtone, OK, tu sais, avoir vraiment l'intérêt pour que la personne puisse s'ouvrir, puis en même temps, tu sais, aborder aussi le sens au niveau tu sais, je reviens tout le temps sur les parties intimes, exemple, euh, lui dire qu'on va comme peut-être aborder des choses, des mots qu'elle, elle en entend presque pas. Donc, moi, j'irais plus dans ce sens-là. Donc, ce que je retiens, c'est comme ce que tu viens de dire, c'est un peu de préparer le terrain, de dire déjà de quoi qu'on va parler pour enlever un petit peu les malaises qu'on pourrait avoir, hein, parce que tu me disais, des genres de discussions comme ça, ben, on pourrait se mettre à rigoler facilement, comme si on était à l'école et qu'on parlait de ces mots-là, donc mettre un contexte. Puis juste pour vous compléter aussi, de ma courte expérience auprès des Autochtones, en fait, là, la première étape en intervention, c'est de créer un lien. Vraiment, comme disait Guylaine, aussi d'être curieuse d'en apprendre, de poser des questions, de savoir c'est qui est en face de nous. En premier lieu, avant tous les autres trucs d'intervention, c'est vraiment d'être humain à humain, puis juste d'être ouvert, avoir un accueil inconditionnel de la personne qui est en face de nous. Une fois que le lien est créé, après, c'est plus facile si on a des messages à passer ou d'aborder dans les sujets plus délicats. C'est certain, puis ça vaut pour tout le monde, mais encore plus, je trouve que c'est important qu'on se mette dans une position de confiance avec l'autre personne. Parce que des fois, on peut effectivement faire affaire avec des gens qui sont plus méfiants, ou qui ont eu des mauvaises expériences par le passé, qui vont se refermer, qui vont être moins ouverts, par exemple, s'ils font face à un intervenant qui n'est pas autochtone. Au départ, quand je suis arrivée ici, moi, je me disais, est-ce que les gens vont m'accueillir? Est-ce qu'ils vont m'ouvrir leur tête, en fait, est-ce qu'ils vont s'ouvrir à moi? Mais je pense que le secret, c'est vraiment d'être dans l'accueil inconditionnel, puis d'être curieux, d'être à l'écoute de leur réalité, puis d'en apprendre aussi. On apprend avec eux tous les jours. Puis une autre petite parenthèse pour enchaîner sur l'autre question, qui est comment parler de sexualité avec les personnes autochtones. Il y a quelques années, alors que je travaillais au Miel du Québec, j'avais collaboré à un projet sur la santé sexuelle des femmes, un projet de recherche, et il y avait parti un projet plus au niveau des prairies au Canada. Puis au lieu d'identifier directement les femmes vivant avec le VIH, ce qui n'aurait pas fonctionné, donc d'inviter les gens à répondre à un questionnaire, il avait plutôt fait ça sous forme de cercle de parole pour inviter toutes les femmes à venir parler de sexualité. Donc, pas étiqueter la personne en disant « Vous êtes une femme qui, avec le VIH, venez discuter de votre expérience », mais vraiment d'y aller au sens large pour diminuer la gêne, diminuer le tabou, le malaise, mais d'inviter vraiment tout le monde à en discuter. Donc, d'ailleurs, j'aimerais savoir, vous entendre par rapport à comment on parle de sexualité avec les personnes autochtones comparativement à... C'est quoi les particularités qu'il y aurait à garder en tête? On a déjà dit beaucoup, donc je continuerai là-dessus. C'est vraiment l'éducation. L'éducation auprès des parents, comme je l'ai dit tantôt, les bons comportements, aller leur expliquer que si ils ont vécu, je donne l'exemple des pensionnats parce que ça commence à être de plus en plus connu, si on subit des agressions, de la violence, de leur expliquer que c'était pas la bonne façon, donc ne pas répéter ça, ne pas croire que c'est la bonne façon d'agir. Donc, vraiment aller faire de l'éducation auprès des parents, mais aussi faire de l'éducation selon l'âge de l'enfant. Ça serait vraiment d'adapter, toujours en tenant compte de l'histoire, la culture auprès des Autochtones.
Donc, c'est comme j'ai dit, c'était un partage oral dans le temps et tout, mais, comme je l'ai mentionné précédemment. Donc, c'est vraiment tenir compte de ça. Vu qu'est-ce que tu as donné comme réponse, je ne sais pas trop comment. Donc, Guylaine, j'ai l'impression que ça revient toujours à l'éducation. Puis c'est vrai. Puis je me dis, leur demander c'est quoi leur connaissance face à la sexualité, leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont eu, qu'est-ce qu'ils savent de la sexualité. Je pense que ça, c'est important d'aller vérifier. Si on voit qu'il y a une ouverture, aller chercher de l'information, là, pouvoir en parler. Super, merci beaucoup. Une dernière question que j'aurais pour vous, c'est selon vous, quelle serait la perception de la sexualité et du VIH dans les communautés? Puis je vous partage juste une petite anecdote au départ, quand on a été invité au webinaire, puis que j'en ai parlé avec Guylaine, je lui ai parlé justement, tu sais, quoi, t'en penses quoi, toi, du VIH, puis tout ça? Ben, la première réponse que j'ai eue, c'est comme j'ai pas rien à dire. En fait, j'ai pas d'informations. Puis moi, cette réponse-là, ça m'a beaucoup fait, ça m'a mis en lumière, en fait, qu'effectivement, on n'en parle pas. C'est tabou, donc c'est un sujet qui est méconnu. Donc, ça démontre vraiment, même une intervenante qui travaille dans le milieu et tout ça, elle n'entend pas parler, même dans sa propre communauté. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, c'est qu'on n'en parle pas, c'est tabou, mais il faut modifier justement nos approches pour parler peut-être plus du VIH, oui, mais à travers la sexualité. En fait, de ne pas parler du VIH, mais de parler de la sexualité globale pour après pouvoir aborder les sujets plus spécifiques que des mots comme ça qui font quand même, généralement, qui sont plus apeurants, mettons. Et que je vous laisserai répondre à comment, justement, c'est perçu le VIH dans les communautés ou même en dehors des communautés aussi, là, chez les Autochtones. Moi, je dirais que c'est justement, il manque de renseignements, il manque d'informations, c'est très minimisé aussi. Certains vont dire, ah, c'est pas grave, il existe une pilule. Donc, le VIH, SIDA, il y en a qui, vraiment, il manque de renseignements pour qu'il y ait plus de connaissances, qu'ils prennent les moyens par la suite. En plus que, comme Edenia l'a mentionné au tout début, dans les communautés, la sexualité est plus précoce que dans les milieux allochtones. Donc, il faudrait vraiment, encore une fois, faire de l'éducation rapidement. Donc, moi, ça serait ça. Guylaine, as-tu quelque chose? Moi, je reviendrai toujours sur mon expérience. Edenia disait tantôt, quand elle m'a demandé de faire le webinaire, dans ma tête, moi, il y a juste une image d'enfance qui me revenait. Il y avait une personne qui était atteinte du VIH. Il disait qu'il était atteint du VIH, une personne dans ma communauté. Donc, à ce moment-là, la façon dont nous, on le percevait, le VIH, souvent, c'était associé à personnes homosexuelles ou des personnes qui ne faisaient pas attention. C'était comme vu, c'était mal vu. Donc, c'est ce qui me vient en tête. Puis comme Naomi disait, il n'en parle pas beaucoup, je trouve, dans les communautés. C'est ce que j'aurais à dire. Ça serait vraiment d'aller déconstruire les préjugés et reconstruire de la bonne manière, encore avec l'éducation. Puis c'est certain que je vous écoute parler de tout ça, puis dans la population en général, il y a beaucoup de méconnaissances, il y a beaucoup de prévention, d'éducation à faire, mais je pense qu'il y a peut-être une marge de plus, une étape de plus à franchir chez les populations autochtones qui ont encore moins accès à l'information en général sur la sexualité. Et je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Donc, je vais tout de suite arrêter le
partage d'écran pour laisser la place à notre témoignant. Avant de commencer avec le témoignage, il y avait Mélanie qui avait une question. Je vais la laisser la poser. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. OK, moi, je suis infirmière auprès des populations autochtones en itinérance à Montréal. Puis j'avais une question, je me demandais pourquoi que c'était le VIH que vous et pas la syphilis ou la gonorrhée qui est inclus dans votre question pour comment que les personnes perçoivent ça, là. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de VIH dans les communautés par rapport au reste des autres endroits ou c'était juste parce que c'était la question qui était formulée comme ça? Je ne sais pas si ma question est claire, là. Oui, bien en fait, c'est certain que je vais laisser peut-être Manuel répondre, mais c'est sûr que la question, oui, était formulée pour le webinaire, on parlait de santé sexuelle, mais avec un petit plus au niveau plus du VIH, c'est ce qu'on voulait faire ressortir, mais je n'ai pas les autres données pour les autres ITSS. Peut-être qu'Emmanuel, tu peux compléter. Oui, mais c'est ça en fait, mais c'est plus parce que c'est moi qui avais fait la demande à Edenia d'aborder plus le VIH, juste parce que le webinaire était organisé par nous au MIELS, puis les principaux enjeux sur lesquels on se base, puis notre mission, c'est vraiment plus en lien avec le VIH, fait que c'est pour ça que c'est les données qu'on a ressorties. C'est sûr que de façon générale, je pense que les statistiques se ressemblent au niveau des autres ITSS. Là. Ce que je veux dire, c'est que c'est des populations prioritaires aussi aux autres ITSS, mais c'est juste la raison pour laquelle on n'a pas présenté les statistiques là, pour toutes les autres. Donc, voilà. Ça répondait. Parfait. Donc, un grand merci, Edenia, Naomi et Geneviève, pour ça. Je crois que ça fait vraiment une belle introduction là, aux enjeux en santé sexuelle dans les collectivités autochtones. Merci pour vos partages. J'enchaînerai directement là, avec le témoignage de Denis, puis après ça, on pourra passer à une période de questions là, si vous en avez d'autres, que ce soit pour la première présentation ou pour le témoignage. Là. Ton micro est ouvert. Ça bouge? Ça marche. Ouais. OK, je parle. Tu peux y aller? Oui, c'est présent. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Denis Savard. Je suis natif de Basse-Neuilhache. Je suis Ido. Je suis parti de ma communauté parce qu'on n'a pas les services que j'ai présentement ici. Puis, quand je suis parti de là, j'avais confié à un ami que j'étais atteint du VIH. Lui, il a propagé ça sur la réserve d'où je viens. Puis là, je me faisais achaler par X et X personnes. Puis, il y a des fois que j'aurais voulu me servir de la violence pour régler le problème, mais je pense que non, que ce n'était pas le bon moyen. Ça fait que je me suis retiré, je me suis emmené à Québec. Ici, j'ai découvert le VIL Québec qu'il y avait des bons intervenants face à cette problématique-là. Moi, ce que j'ai peur, là, c'est le rejet puis le manque d'amour. C'est difficile d'aimer quelqu'un quand on ne s'aime pas soi-même. Puis le rejet aussi. Tu sais, j'ai été placé jeune en pensionnat. Madame le président tantôt, pensionnat de Pointe-Bleue, anciennement, aujourd'hui Basse-Neuilhache. Je ne suis pas resté longtemps là parce que je voyais tellement d'atrocités face aux jeunes, là. Des abus. Puis je ne suis pas resté là, je me suis sauvé. J'ai vu un de mes copains mourir de ça, du sida, en 1980. Puis je me disais à moi-même, j'espère que je ne prendrai jamais ça. Aujourd'hui, je l'ai, cette maladie-là. Je l'ai acceptée. Quand j'ai été diagnostiqué VIH, je suis tombé dans l'alcoolisme. J'étais déjà alcooliste, mais là, c'est encore plus fort. Je me suis refermé sur moi-même. Toutes sortes de peurs m'envahissaient. J'avais peur de moi, j'avais pas peur des autres, j'avais peur de moi et de mes réactions. Comment est-ce que le monde va agir si je leur apprends que j'ai telle maladie? Vont-ils me rejeter? Ça, c'est toutes des peurs qui me venaient m'hanter. Puis aujourd'hui, j'essaie de
de partager à du monde que des fois j'ai confiance ou j'ai moins confiance. Et bon, ben, j'ai pogné ça de telle manière. Tu sais. J'ai pas pogné ça, moi, par relation sexuelle, mais j'ai pogné ça par injection. Je savais qu'il y avait un gars qui avait le sida qui venait chez nous, puis j'ai pas fait attention, puis j'ai pris sa seringue, puis pop. Et voilà. C'est venu que ça s'approche. Ça fait que moi, ce que je dis au monde, c'est faites attention ceux qui utilisent les drogues intraveineuses. Ça fait dangereux. Puis ici à Québec, je me sens bien. Je me sens bien accueilli. J'ai connu Edenia au tout début. Puis ça a ouvert le chemin tranquillement. Aujourd'hui, ben, j'en suis rendu à une autre étape. T'sais. J'ai eu de la misère à accepter mon alcoolisme, mais le VIH, j'ai pas eu de misère à l'accepter. Bon, ben, je suis pris pour vivre avec. Sauf que l'alcoolisme, j'ai plus de misère. Mais là, je suis en cheminement présentement. J'ai arrêté la consommation d'alcool par moi-même parce que ça nuisait à mon traitement et ainsi de suite. Ça fait que dans ma communauté, il y en a qui j'ai essayé de les aborder, mais comme on dit, là, ils sont méfiants. Moi, j'étais méfiant avant, puis je les comprends aujourd'hui, c'est qu'ils soient méfiants. C'est pas évident de s'avouer qu'on a le VIH. Comment est-ce qu'il va m'accueillir ici et tout là. Puis, il y a un autre de mes copains qui est décédé. Il est tombé en avant de moi. Il était atteint du VIH. Bon, tu vas-tu mourir de même, moi, là? Il sortait du dépanneur, puis il est tombé de poing. Il est décédé. Puis, il y a un de mes frères qui s'est pendu aussi. Puis, c'est des choses que j'accumule tranquillement, au jour le jour. Mais je suis capable de les apaiser, ces choses-là. Tu sais. Je prends les bons moyens. J'ai des bons intervenants autour de moi. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, je vais chercher de l'information. Très important de donner de la bonne information. J'ai fait des témoignages une fois, puis une infirmière qui était là, puis elle ne connaissait même pas le VIH, les traitements qui se donnaient présentement. Elle me posait des questions, j'ai répondu du mieux que je pouvais. Puis dans différentes communautés, c'est pareil. C'est pas évident. Les Autochtones sont durs d'approche. C'est comme les Jorins noirs sont des têtes dures. Aujourd'hui, je me laisse aller. Je parle de ce que je vis au jour le jour. Peu importe qui. La méfiance, ben, je l'ai mis de côté. Je veux être moi-même aujourd'hui. Je m'appelle Denis, je suis atteint du VIH pour rester à mes jours. C'est comme ça que je l'ai vu aujourd'hui. Puis je remercie beaucoup tous les intervenants qui ont pu m'aider dans mon cheminement d'aujourd'hui. Ce serait pour moi le tout. Puis la sexualité, ben, disons que je ne suis pas attiré là-dessus. Tu sais, j'ai connu une copine, je lui ai avoué que j'avais le VIH. On n'a pas eu de relation sexuelle, ça, je suis bien content. Je ne voudrais pas transmettre ça à une autre personne. Je me sentirais coupable. Je me sentirais mal à l'aise dans ma peau. Tu sais. Bon, ben, tiens, je l'ai infecté, je n'ai pas dit, et voilà. J'ai déjà fait un move face à ça avec une madame que je connaissais, que j'aimais. Puis j'avais écrit une lettre comme de quoi que j'étais atteint du VIH, et suite. Puis c'est drôle, elle ne m'a pas jugé. Elle m'a accepté comme j'étais. Ça, c'est la confiance qui revenait tranquillement. Je sortais de thérapie, puis j'avais cherché mes points, j'ai retrouvé mes points de repère, et ainsi de suite. C'est pas facile de retrouver ces points de repère quand on les a perdus jeunes. J'ai été placé jeune à l'âge d'avant. Ma mère est morte à 42 ans. Fait que le côté familial, je n'ai plus de famille. Ma famille, c'est Miel Québec. Puis, je les remercie bien gros pour l'appui qu'ils me donnent. Peu importe qui ils sont, peu importe où je suis, je vais toujours écouter, vous donner des conseils selon mes connaissances. L'important, c'est de vouloir s'en sortir un jour. Tu sais, le VIH, il est là pour le restant de mes jours. Il faut que je vis avec, je l'accepte. Ça ne m'empêche pas
de travailler. Sauf que j'ai fait un autre tournant, j'ai lâché l'alcool. Je suis bien content, je suis fier de moi. C'était une des mêmes problématiques, ça revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le hamster virait, il virait à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il n'avait plus de point de repère, il virait en rond. C'était ça ma vie. J'ai vécu à Montréal, j'ai vécu un peu partout. Tombé dans l'itinérance, dans le vol. Toutes des choses négatives que j'ai accumulées quand j'étais jeune, qui se sont développées en vieillissant. Puis je veux plus revivre ces moments-là. Aujourd'hui, je suis heureux. Je suis bien dans ma peau. J'ai confiance en moi. J'ai confiance au personnel et mentaux. Ça, c'est un gros plus pour moi. Ça n'a pas été facile de faire fais ton petit kilomètre de plus. Aujourd'hui, pour aujourd'hui seulement. Demain, je ne sais pas, je peux peut-être être mort. Sauf que je vais vivre aujourd'hui, comme si c'était ma dernière journée. En passant, je vous remercie tous de m'avoir écouté. Puis bien. Un gros merci, Denis, pour ton témoignage. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions pour Denis ou pour Denis à Sylvie. Ah, oui, je vois Sylvie. On va les quatre. Qui ont les choses. Michel. Sylvie, juste à activer votre micro. Denis, j'ai trouvé ça très touchant, ton partage, et je te remercie de toute cette transparence que tu nous as dévoilée. Ça me touche beaucoup. Puis, en tout cas, je suis vraiment contente du parcours que tu nous racontes, dans le sens que je trouve que tu as osé, tu sais, à travers tout ton parcours, les défis, t'as donné pour survivre, puis être là. Et tu as osé recevoir, puis tu te donnes cette permission-là de recevoir que tu le mérites. Tu as tellement donné à travers tout ça, à travers tous ces défis-là, que, en tout cas, ce que j'ai le goût de te dire, c'est que tu mérites de recevoir l'aide que tu as, puis d'oser, puis en plus qu'on reparte avec ce cadeau-là, nous, que tu nous témoignes de ça. C'est des permissions que tu t'es données, mais que tu nous donnes et que tu donnes à tous aussi. Alors, merci beaucoup. Un plaisir. Bonne journée. Ken aussi avait une question. Tu peux y aller. Oui, bonjour. Merci, Denis, d'avoir partagé votre chemin avec nous et je vous félicite sur la sagesse que tu as accumulée en cours de route. Je pense que ça sert d'un excellent exemple pour tout le monde. Donc, merci beaucoup. J'ai une question qui porte sur la première présentation par rapport à ne pas avoir des mots pour décrire les parties du corps. Et donc, est-ce que c'est une situation où la personne n'a pas les mots cliniques en français qui sont pas gênants pour parler à quelqu'un ou que j'ai de la misère à croire que ces mots n'existent pas dans les langues autochtones. J'imagine que ça existe. Mais ce serait peut-être un beau projet de parler, donc de travailler avec des gens qui sont en cours de réhabiliter les langues et de réclamer les langues, de travailler sur ça, cet élément, parce que c'est le moins que c'est gênant de parler à un professionnel de la santé, le mieux que ça va être pour l'autonomie santé sexuelle de la personne. Juste une question, est-ce que c'était une question de mots en français ou de mots en langue autochtone? Je vais me permettre de répondre. Guylaine, vas-y. Oui, tu vas être meilleure pour... Oui, il y a quelque chose qui me venait en tête. Exemple, pour un monsieur, les parties intimes, mettons, en nommant le pénis, nous, ce qu'on entendait souvent, c'est autant, mettons, exemple, on lavait un bébé,
sais, je vais le dire en Innu, c'est laver ou Dabokuihem. Le mot Dabokuihem, on associe souvent, comme Edenia disait, au Dabokuihem, c'est son pénis. En Innu, au Dabokui, c'est soit une souris ou c'est ça, j'ai de la misère à l'expliquer, mais c'est comme tu sais, c'est comme il y a toujours une association avec l'image et la partie intime de la personne. Je ne sais pas si Edenia, tu peux compléter là-dessus. Ben oui, puis je me souviens quand on avait parlé ensemble, c'est ça, c'est que oui, il existe comme un mot qui veut dire, c'est plus en image, mais pas spécifiquement comme si on parle du mot justement pénis, mais il va être associé à un mot en Innu qui est plus associé à une souris. Donc, c'est pas une traduction vraiment telle quelle. Puis la même chose, peut-être que tu pourrais nous dire, Guylaine, au niveau de la femme, pour le vagin, le mot en Innu, c'était associé à quelque chose qui était fendu. Oui. Ben, je vais vous donner un autre exemple qui n'est pas rapport avec au niveau sexuel. Ça va être bien banal, un ingrédient, la moutarde. La moutarde, c'est jaune. Puis un bébé ou un nouveau-né, quand il faisait les selles, c'était jaune. C'est les premiers selles d'un bébé. Donc, nous, on appelait ça, on appelle ça encore was, ça veut dire l'enfant. Wasmeish, c'est la moutarde. Donc, c'est les selles d'un enfant. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est compliqué à expliquer, c'est vraiment imagé, là. Donc, si tu veux poursuivre, Mais Elénia. sinon, les mots en français existent, mais dans la famille, quand ils apprennent la langue maternelle, ben là, c'est pas véhiculé, c'est pas transmis les parties. Puis à l'école, ben, je pense que c'était plus ou moins abordé aussi, là, les parties biologiques du corps et tout ça. Moi, Plus de ce que je me tard. souviens, au primaire, moi, j'ai appris les parties intimes en français. J'ai Oui, c'est jamais ça. eu à apprendre les mots en Innu. Moi, ma mère, ce qu'elle me disait, c'est Dewethihin, c'est là où tu urines. C'est toujours comme dans une action. Je dirais la langue autochtone, la langue Innu. C'est toujours dans l'action quand on explique quelque chose. Fait que ma mère, elle me disait Dewethihin, c'est c'est ça, c'est là où tu urines. Là. C'était comme l'endroit. C'est complet. Puis, tu sais, on parlait beaucoup d'éducation au cours de la présentation, mais ça a fait en sorte que, justement, à la maison, tu sais, le français, oui, il s'est appris, puis de plus en plus, la langue maternelle se perd. Mais à la maison, si les parents, justement, parlent dans leur langue maternelle, bien, ce ne sera peut-être pas un sujet qui va être abordé, la sexualité, qui va être plus abordé quand ils vont aller à l'école, quand que ça sera l'âge là, d'apprendre les parties du corps. Mais effectivement, je trouve l'idée très bonne de Ken de penser à un projet, de voir mais comment qu'on pourrait expliquer aux jeunes, mais aux parents aussi, de comment dans leur langue, comment on décrit les parties intimes, puis tout au niveau de la sexualité. Merci pour cette question. Il y avait une question dans le chat qui demande, en fait, par rapport aux salutations, là, par exemple, les salutations dans les langues autochtones ou d'autres termes qui sont utilisés, si c'était approprié pour les personnes allochtones d'utiliser ces termes-là ou d'utiliser des mots autochtones. Si peut-être. Je pourrais vous dire, mais moi, je travaille dans le milieu autochtone depuis 1 an, puis je dis encore bonjour à mes collègues. Je pense que c'est vraiment, ça dépend des gens. Mais dans les courriels, souvent, je vois, mettons, d'autres organismes ou autres, ils vont utiliser le koué, là, qui est assez connu pour signe de bonjour, mais je ne voudrais pas répondre non plus à la place de. Peut-être que moi, jusqu'à maintenant, mettons, j'ai peut-être été mal à l'aise d'utiliser des mots qui ne m'appartiennent pas. Tranquillement, à force de les entendre parler, parce qu'ils parlent souvent en Innu, des fois, je comprends des brides et tout ça. Mais de là à l'utiliser au quotidien, je pense que ça ne fait pas partie encore de mes habitudes. Peut-être qu'au fil des années, je vais les utiliser, mais je ne sais pas si, Guylaine, tu pourrais nous dire si justement c'est bien vu qu'on utilise
des petits mots comme ça pour Oui, saluer. mais Puis... moi, je pense que quand j'entends, exemple, mettons, toi, t'arrives puis tu me dis quoi, c'est le fun d'entendre quelqu'un qui essaie comme un petit bonjour, ça fait plaisir. Peut-être ramener un exemple que j'ai vécu avec mon père il y a quelques mois. Il était hospitalisé ici à Québec. Puis lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il y avait un infirmier qui connaissait d'autres patients autochtones et lui, en entrant en contact avec ces patients-là autochtones, qui a appris le mot Kwe. En voyant mon père, en sachant que lui était autochtone, en lui disant, hey, mon père, quand je suis arrivée, il dit, ah, lui, il m'a dit Kwe, c'est le fun. Tu sais, lui, pour lui, je cherche le mot peut-être valorisant ou l'intérêt aussi. Donc, c'est amical aussi, je dirais. Oui. Hein? Ça a créé une relation d'amitié. C'est plus. Oui, c'est ça. léger. C'est ça. Mm. On pourrait se sentir aussi moins discriminé. Moi, c'est pas dans le réseau de la santé, mais c'est plus au dépanneur près de chez moi. Quand j'arrive, ils voient que c'est moi ou ma famille, ils nous disent quoi en rentrant. Et ils s'intéressent vraiment à la communauté, aux cultures autochtones. Donc, moi, je vois ça positif. Parfait. Ce que j'en comprends, c'est que c'est plus qu'approprié, ça peut être apprécié puis accueillant aussi. Je pense que ça répondait bien à la question. Sinon, il y avait une autre question qui était pour Denis. On demande, parce que Denis t'a mentionné que tu avais habité à Montréal, donc je ne sais pas si tu pourrais répondre à savoir c'est quoi les services qui manquent à Montréal pour accompagner les personnes autochtones qui vivent avec le VIH? Oui, je répondrais qu'il manque de sensibilisation. Parce que les Autochtones sont gênés. C'est pas du monde qui vont se dévoiler facilement. Dans mon cas, c'était ça. Puis à Montréal, je pense que oui, il manque beaucoup d'informations. Comme tu me parlais, tu as des unités mobiles qui se déplacent aller rejoindre. Quand j'ai vécu à Montréal, moi, il y avait des Autochtones, mais tiens, bon, c'était les Noirs, je vois des Jamaïcains, nous autres, on était des Autochtones, c'était juste nous autres. Donc, je pense que ce serait important d'aller vers ces places-là où les autres se rassemblent. Je me rappelle, c'était sur Saint-Laurent, pas loin du centre d'amitié autochtone à Montréal. Puis, je pense que ce serait important que le monde, les services de santé, de soins, aillent vers ces personnes parce que les autres, ils n'iront pas. Ils ont peut-être des malaises, ça je les comprends. La peur du jugement, la peur du rejet, tout ça, tout en bas. C'est pas facile d'aller dévoiler qu'on est atteint de cette maladie-là. Comment est-ce que le monde va réagir face à ça? Je pense que ce serait important de faire plus de sensibilisation dans ces régions-là. Même dans les régions éloignées comme Abidjan, ils n'ont pas beaucoup de soins non plus. Là, ils sont comme laissés à eux autres mêmes. Donc, je pense que ce serait important pour ceux qui travaillent dans le milieu de la santé d'aller vers ces personnes-là. Sans leur arracher le mot de la bouche. Il faut que ça vienne de toi-même. Je pense que c'est important pour ça. Avec des services plus rapprochés puis qui respectent tout de même la confidentialité. Exact. Ouais. Ouais. Merci, Denis, pour la réponse. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions. Sinon, moi, j'en aurais peut-être une autre pour Denis aussi. Denis, tu as parlé un petit peu là, tantôt de ta crainte par rapport à la transmission aux autres personnes, surtout en contexte sexuel. Puis je me demandais, ça fait quelques années là, que la notion de indétectable, intransmissible a été prouvée. Donc, le VIH, quand la personne est indétectable, ne peut pas être transmise sexuellement. Puis je me demandais si pour toi, ça avait changé quelque chose, que ça soit prouvé, si ça avait un petit peu apaisé des craintes de transmettre. Ben oui, ça a enlevé un poids que je traînais depuis des années. Tu sais, comment on va réagir face à la personne que je vais contacter. Mais je ne voudrais pas transmettre cette maladie-là. Puis, comme je le disais tout à l'heure, j'ai tout le temps peur du rejet. C'est pas évident.
J'ai déjà connu une personne, puis je l'avais avoué, puis elle a très bien accepté. Ça, c'est être, comment dirais-je, être honnête avec soi-même et être honnête avec la personne que je côtoie. Parce que je ne voudrais pas qu'elle vive ce que je vis, ce que j'ai vécu. Parce que le chemin est long. C'est bon? Oui, merci Denis pour ta réponse. Puis ça revient au fait que c'est important de faire attention aux façons dont on réagit quand on fait des dévoilements parce que la réaction d'une personne négative, ça peut rendre, ça crée justement la peur du rejet par la suite, puis la crainte de d'autres réactions négatives qui vont faire en sorte que les personnes vont continuer d'avoir peur de dévoiler, puis surtout de ne pas aller chercher les services dont il y aurait besoin justement à cause de la peur du jugement, même de la part des professionnels. Donc, c'est ça finalement. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je conclurai peut-être s'il y avait un conseil que vous voulez donner, que ce soit Denis, Geneviève, Naomi ou Edenia, aux intervenants puis aux organismes dans leurs interventions. Le plus important à retenir, en fait, du webinaire d'aujourd'hui, ça serait quoi? Protégez-vous parce qu'on a juste une vie à vivre. Merci, Denis. Moi, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est de créer un lien de confiance. Après, tout peut être mis en place. On peut travailler sur la confiance, mais tant que la confiance n'est pas là, c'est très, très difficile de travailler avec quelqu'un puis de collaborer ensemble. Fait que je parle autant des individus, mais je parle des organisations aussi, s'il y a des choses à faire au niveau de la prévention puis tout. Il faut que ça soit connu puis qu'il y ait des échanges qui soient faits de part et d'autre pour que ça soit construit ensemble. Merci, Edenia. Est-ce que Geneviève ou Naomi, vous voulez rajouter quelque chose? C'est Guylaine, hein? Non, Guylaine, merci, ça fait plus que je Non, pas de problème. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je dirais merci. Puis tantôt, je regardais, parce qu'on a maintenant une application juste pour faire un retour avec Ken, je crois. On a une application en Inno. Puis là, j'ai tapé le mot vagin sur l'application. Ça n'existe pas, donc j'ai tapé la vulve. Fait que, comme tantôt Edenia disait, c'est comme la vulve, c'est comme la fente. Fait qu'en Inno, c'est marqué au Gadradam, quelque chose comme ça. Donc, c'est juste comme pour clarifier avec, compléter pour Ken. Merci. Merci. Il y a une personne qui demandait si l'application est accessible à tous. Oui, je pense qu'il est sur, je ne connais pas beaucoup, moi je l'ai trouvé sur Apple Store, tout dépendant, j'imagine aussi dans les autres téléphones, ils doivent l'avoir. C'est quoi le nom? Peut-être on pourrait l'écrire. Attendez un petit peu. Moi, j'ai tapé dictionnaire Innu, I-N-N-U. OK. Tu peux soit chercher soit en anglais Innu ou Innu, anglais, français, anglais, en tout cas, peu importe. Puis ça explique un peu en français c'est quoi. Comme je disais tantôt, c'est vraiment l'image. Merci. Parfait, merci. J'ajouterais, Emmanuel, je vois un commentaire, quelqu'un, c'est Perrault Sullivan qui écrit « J'ajouterais que l'ouverture et la curiosité sont de mise car chacune des communautés est différente, tout comme chaque individu. » Ça, c'est tellement vrai. Il y a, on parle, les populations autochtones, mais je veux dire, il y a plusieurs nations, plusieurs communautés et on ne peut pas généraliser à l'ensemble des communautés. Chaque communauté a ses distinctions, ses cultures propres, ses habitudes. Donc, c'est vraiment important d'être ouvert à ça, que c'est très diversifié. Donc, si on y va pour les services de prévention, de soutien, mais il faut que ça soit à la couleur de chaque communauté et de chaque individu aussi. Merci, Edenia. Pour conclure, il y aurait une petite évaluation du webinaire que j'aimerais ça que, si vous pouvez la remplir, je vais mettre le lien dans le chat, puis elle va être aussi renvoyée par courriel. Donc, je vais vous envoyer aussi le PowerPoint, si Edenia, ça te convient.
Donc, envoyer le PowerPoint de la présentation, puis aussi l'enregistrement qui va être disponible, que je vais pouvoir vous envoyer le lien par courriel. Donc, je vais mettre le lien de l'évaluation. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les envoyer aux recherches@commercialmills.org. Ça va me faire un plaisir de les relayer là, si ça ne s'adresse pas à moi, si ça s'adresse à Denis aux intervenants du Centre d'amitié. Je vais pouvoir relayer les questions. Puis, encore une fois, merci à tout le monde qui était présent. Puis, merci surtout à Edenia, à Glenn, Naomi, puis à Denis pour votre temps, pour avoir pris le temps de nous éduquer, de nous sensibiliser. Puis, je crois que c'est des enjeux auxquels c'est vraiment important de pousser notre réflexion. Ça faisait une belle introduction, mais ça montre surtout l'intérêt puis l'importance de continuer à s'éduquer puis se sensibiliser sur ces enjeux-là au quotidien. Donc, c'est ce qui conclurait le webinaire aujourd'hui. Merci. Merci. Merci, bon après-midi à tous. Merci à tous aussi.